Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Thibaut Malherbe, je travaille chez Netom et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur le MLOps. Alors, déjà, MLOps, ça veut dire Machine Learning Operation. Alors, l'intégration de modèles en production, c'est un défi qui demeure depuis le début de l'IA. Depuis des années, data scientist, machine learning engineer, ingénieur front-end, ingénieurs de production essaient de trouver un moyen de travailler ensemble et de combiner leurs connaissances afin de déployer des modèles prêts pour la production. Il y a beaucoup de difficultés à surmonter. C'est pourquoi seul un petit pourcentage des projets ML parviennent à atteindre la production. Au cours des dernières années, un ensemble de techniques et d'outils ont été proposés afin de minimiser au maximum les problématiques. Le développement de ces outils visait de multiples cibles: pré-traitement, création de modèles, formation, évaluation. On va parler aussi de déploiement et de surveillance. Comme le champ de l'IA progresse énormément, ce type d'outil fait constamment son apparition. Alors dans un premier temps, on va regarder comment on fait de l'IA de manière générale. On va aussi aller voir les problèmes inhérents au projet d'IA. Quelles sont les choses qu'on va vouloir améliorer dans nos projets. Comment les concepts de MLOps peuvent nous aider à travers tous nos projets et pourquoi il faut les utiliser absolument. Quelles bonnes questions se poser quand on veut créer ce genre de projet. Et enfin, on va regarder un petit tour très rapide des technologies qui existent sur le MLOps. Alors, dans un premier temps, on va regarder comment on fait de l'IA en général. Donc déjà, on a un premier problème qu'on va avoir dans une entreprise et qu'on n'arrive pas à résoudre. Ce problème-là, on va essayer de le résoudre à travers de l'IA. Et pour ça, il y a le business qui va s'en charger et qui va essayer de trouver un moyen de résoudre ce problème. Pour résoudre ce problème, il va nous falloir des données. Ces données, parfois, on les a déjà en entreprise. Parfois, il faut aller les collecter à l'extérieur. Parfois, il faut les acheter. Donc, c'est déjà tout un process intéressant que d'acquérir ces données. Ensuite, quand on a ces données, il va falloir les processer, les nettoyer, les améliorer, retravailler les features, etc. Quand on a tout ça, on peut enfin passer aux expérimentations. Donc à savoir créer des modèles de machine learning et commencer à vraiment créer de l'IA. Quand ça c'est terminé, on a un modèle viable. Alors, quand on a un modèle viable, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. La première chose, c'est utiliser une API, c'est-à-dire rendre disponible notre modèle depuis l'extérieur pour tout utilisateur. La seconde possibilité, c'est de faire directement du batch, à savoir récupérer un maximum de données d'un coup, les traiter et utiliser notre modèle pour pouvoir prévoir les sorties. La troisième et la plus compliquée, c'est des modèles custom, c'est-à-dire les intégrer dans des systèmes existants qui sont plutôt complexes. Et là, c'est un peu plus dur, ça demande quand même beaucoup plus de réécriture, du reprocess, etc. Après ça, on a parfois donc des réécritures, on va devoir parfois les encapsuler, on va pouvoir faire des orchestrations pour pouvoir préparer tout ça. Donc là, on commence à avoir un projet qui est quand même qui demande beaucoup d'efforts et qui est difficile à mettre en production. Ensuite, il y a la mise en production et enfin, on va parler de retour sur investissement. Le retour sur investissement, quand on parle de machine learning, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on arrive à avoir les bonnes façons de mesurer notre modèle? Est-ce qu'il fonctionne toujours aussi bien qu'hier? Ou est-ce qu'il est de moins en moins bon? C'est des questions qu'on peut se poser dans le machine learning. Est-ce que mes performances sont assez bonnes et est-ce qu'il faut que j'améliore mes performances de modèle aujourd'hui ou demain? Le data scientist, lui de son côté, il va se demander comment mesurer tout ça, comment mettre en place des moyens de monitorer son modèle, comment l'améliorer au fur et à mesure. Donc on va regarder tous les outils de MLOps qui vont aider effectivement à faire tout ça. Alors la première étape, c'est bien évidemment de récupérer les données. Enfin, là, on va commencer à explorer les données. Donc l'exploration des données, au départ, c'était assez compliqué. De façon historiquement, on va utiliser des langages comme R, on va utiliser directement du Python, des choses comme ça. Donc c'est pas forcément facile, c'est pas évident en fait d'explorer sa donnée. Ensuite, on va préparer sa donnée, c'est-à-dire la transformer, la nettoyer, faire en sorte qu'elle soit utilisable pour la création de nos modèles. Là, une étape clé, à savoir capitaliser son code, c'est-à-dire le mettre dans un repo Git, par exemple, le garder pour pouvoir le réutiliser. Pas seulement soi, mais aussi pour son équipe, toute son entreprise. Ensuite vient l'étape de train. L'étape de train, c'est quoi? C'est créer un modèle de machine learning qui part de rien et réussir à créer un modèle qui nous convient et qui prévoit ce qu'on cherche à prévoir. Ensuite, quand il est entraîné, il va falloir l'évaluer.
Quand celui-ci est évalué par le data scientist, vient le rôle du data engineer qui vient et qui va devoir l'enregistrer pour pouvoir le rendre disponible à toute personne, à savoir soit dans l'entreprise, soit chez un client, soit directement via une API. Enfin, on va passer à la validation pour être sûr que tout le monde est OK avec les résultats qu'on a. Après ça, on va pouvoir le déployer réellement, monitorer ensuite. Et enfin, la dernière étape, celle du business, à savoir demander à réentraîner le modèle si besoin, demander si c'est bon, si c'est OK ou s'il faut faire mieux encore. Et là, dans ce cas-là, on refait le tour. Et comme on peut voir, il y a aussi des flèches à l'intérieur de ce projet-là, à savoir, quand on a fini d'évaluer, est-ce que finalement, on ne devrait pas tout de suite repréparer la donnée parce qu'il nous manque des choses. Donc en fait, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de cycles à l'intérieur du cycle, et c'est ça qu'on va essayer d'améliorer à travers tous les outils du MLOps que là, je vais vous citer. Alors là, je vais surtout vous les citer les uns après les autres pour pouvoir que vous puissiez les connaître, mais je vais tous les détailler dans la suite de la présentation. Dans un premier temps, certaines choses vont vous paraître évidentes parce que vous allez peut-être les utiliser tous les jours si vous travaillez dans la data. Certaines choses vont vous paraître plus floues, mais je vais quand même vous les rappeler. Alors pour explorer la donnée aujourd'hui, on utilise essentiellement des notebooks, c'est-à-dire pas des scripts directement, mais vraiment une structure de code particulière que je vais détailler. Pour préparer la data, on a beaucoup de choses, à savoir le feature store et le data versioning qui vont vous permettre d'être robuste dans vos projets. Pour capitaliser votre code, bien évidemment, il y a du source control. Pour l'entraînement, là c'est assez particulier, on va parler rapidement de AutoML, qui ne fait pas partie directement de la stack, on va dire MLOps, mais qui en fait, sans le vouloir, un petit peu partie aussi. L'évaluation, là on va regarder ce que c'est qu'une expérimentation, comment la traquer, comment aider le data scientist à se souvenir de ce qu'il a fait. Ensuite, on va parler de modèle registry, puis de déploiement, notamment grâce à des containers. Et enfin, de monitoring pour regarder le drift detection et regarder les métriques custom. Les notebooks. Alors, qu'est-ce que c'est les notebooks? En fait, contrairement au script, c'est un petit peu plus facile à utiliser et c'est surtout segmenté. Comment on utilise un notebook? On utilise des sections de code qu'on va pouvoir lancer les unes après les autres et qui vont garder en mémoire vos variables. Donc vous allez pouvoir utiliser ça, ça vous permet aussi d'utiliser des markdowns qui vous permettent de mettre des titres et donc de vous balader plus facilement dans votre code et notamment de le partager à vos collègues. Ça garde les résultats sur le long terme et c'est vachement plus facile pour regarder vos données, notamment pour la visualisation. Donc vous allez voir là ici sur l'exemple, on a des jolis graphiques qu'on peut mettre ensemble sur la même page et donc du coup plus facilement soi-même regarder ces données mais aussi les partager encore une fois à des collègues ou à d'autres personnes du métier. Le feature store. Alors maintenant qu'on a exploré nos données, les objectifs c'est quoi? On va devoir d'abord nettoyer nos données, ça c'est la première chose. Ensuite, on va devoir sélectionner le use case qui va être inhérent à ces données-là. Et enfin, on va calculer des nouvelles features. Tout ça, ça prend du temps et surtout, on va vouloir le faire en même temps que d'autres data scientists. On ne va pas être tout seul sur le boulot. Alors, à quoi ça sert un feature store? Ça permet en fait de stocker toutes les choses qui ont été calculées et la façon dont ça a été calculé. Donc vous n'allez pas seulement stocker votre donnée qui a été transformée, mais vous allez stocker la façon dont vous l'avez transformée. Ce qui fait que demain, si vous changez votre donnée, si vous remettez votre donnée à jour, en fait, cette transformation, elle se refera automatiquement. Ça permet beaucoup de choses, ça permet notamment de mettre à jour votre donnée, mais ça permet aussi aux autres d'utiliser votre donnée et vos features facilement à travers un ou plusieurs projets que vous auriez sur vos données de base. Alors la data, c'est vivant, ça bouge beaucoup, ça évolue avec le temps. Et donc, on va avoir des problèmes du type, on a une donnée de base, un modèle qui est très bien, qui nous convient très bien, et au bout de 10 jours, 15 jours, 20 jours, on va se rendre compte que notre modèle ne donne plus du tout les résultats escomptés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça vient de la donnée? Est-ce que ça vient du modèle? Ça, va falloir regarder, notamment avec le monitoring qu'on verra après. Mais on va regarder la donnée, on va essayer de la mettre à jour. Et du coup, pas seulement de la remplacer, mais bien de la mettre à jour. Donc on va avoir des systèmes comme les delta tables qui vont nous permettre notamment de réécrire sur nos données et de garder en mémoire uniquement la différence entre la donnée d'hier et la donnée d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme effet? C'est que notamment, ça nous permet d'avoir un historique de nos données, mais aussi de pouvoir recalculer nos modèles dans l'histoire. Donc, comment étaient nos modèles avec les données d'il y a 2 semaines? Comment notre modèle était il y a 3 semaines, 1 mois? Est-ce qu'il a évolué de façon normale ou est-ce que le modèle d'aujourd'hui ne convient pas à des données passées? Auquel cas, on peut savoir d'ores et déjà qu'il va drifter avec le temps et qu'il faudra le mettre à jour régulièrement. Donc, le data versioning, c'est hyper important, c'est d'avoir vraiment
un historique de toutes vos données. Le source control. Alors là, notre objectif, ça chevauche un peu l'idée de DevOps, à savoir que l'accès doit être géré, sauvegardé et redondant. En fait, on va diviser notre environnement entre le développement, le staging et la production. En développement, c'est là où vous allez utiliser notamment vos notebooks pour faire de la data exploration, par exemple, pour aller regarder comment sont vos données et tester vos fonctions. À partir du moment où vous passez en environnement de staging, ça veut dire que vous essayez d'être comme sur un environnement de prod. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un environnement où vous simulez les réactions que sont censées avoir vos données sur la production. Si ça se passe bien, c'est qu'après ça, qu'on va pousser directement en production et du coup avoir un code qui est déjà robuste, testé, retesté et approuvé par l'équipe et par la hiérarchie. Alors là, on est sur le cas très particulier de l'AutoML, que je mets un petit peu à part pour des raisons diverses et variées, notamment qui prend en compte déjà pas mal de choses qui viennent du MLOps. Donc c'est quoi l'AutoML? C'est des modèles sur étagère, c'est un ensemble de modèles qui existent déjà dans une base de données de modèles qui vont être testés directement sur vos données les uns après les autres. Ils sont déjà disponibles et ils sont déjà implémentés. Ensuite, l'AutoML va faire quoi? Il va utiliser tous les hyperparamètres disponibles pour pouvoir avancer sur l'apprentissage, sur vos différents modèles. Puis, il va avoir une décision d'arrêt particulière. Donc, il ne va pas juste apprendre jusqu'à la mort pendant des heures. Non, il va s'arrêter si ça lui convient et que les données ont bien convergé et que, par exemple, la précision de votre modèle est suffisante. Sur un environnement cloud, donc là, c'est très particulier, l'AutoML va même provisionner et déprovisionner vos machines automatiquement. Donc là, il va se débrouiller pour avoir un maximum de machines quand il a besoin de calcul, mais il va aussi les enlever tout seul. Donc ça, c'est pour le cas où vous travaillez sur du cloud. Et enfin, l'AutoML, c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre de faire de la visualisation. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était très à part l'AutoML, c'est que finalement, on a beaucoup de choses qui sont inhérentes au MLOps à gauche, à droite, avant et après. Donc c'est particulier. Alors pour ce qui est des expérimentations, qu'est-ce que c'est? Quand on va faire nos entraînements de modèles, on va vouloir les comparer les uns après les autres. Notamment, ce qu'on a vu juste avant, l'AutoML, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer des dizaines et des dizaines d'apprentissages en même temps. Les expérimentations, on va avoir des librairies comme MLflow, par exemple, qui vont vous permettre de traquer tous vos apprentissages. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tous vos types de modèles, l'ensemble des paramètres que vous avez utilisés, ainsi que l'ensemble des métriques qui vous intéressent. Vous allez pouvoir les comparer facilement avec des tableaux, mais aussi avec de la data vise. Vous allez pouvoir mettre des charts pour comparer un petit peu l'impact, par exemple, de la profondeur d'un arbre sur l'accuracy de votre modèle. Donc ça, c'est hyper intéressant, et ça vous permet donc d'avoir un historique, de comprendre l'impact de vos métriques et de vos paramètres. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, paraît indispensable pour le moindre projet de machine learning. Alors, le modèle registry. Maintenant, on a notre modèle, il est entraîné, il est prêt à être utilisé, et maintenant, il va falloir l'enregistrer et le rendre disponible. Le modèle registry, c'est quoi? C'est un peu comme une bibliothèque dans laquelle vous allez ranger l'ensemble de vos modèles pour qu'ils soient toujours disponibles. Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il va y avoir pas seulement votre modèle, mais il va y avoir toutes les informations inhérentes à votre modèle. Avec quelle data il a été enregistré, il a été entraîné, comment y accéder, qu'est-ce qu'il demande en entrée, qu'est-ce qu'il va vous donner en sortie. C'est tout ça qui vont être rangés dans votre modèle registry et qui va vous permettre de traquer dans le temps l'ensemble des modèles disponibles pour votre équipe, les autres équipes, pour votre projet, les autres projets aussi. Donc c'est pareil, très intéressant d'avoir quelque chose qui vous permet de faire ça et de bien ranger vos modèles. La partie container, alors là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus technique. C'est quand on va vouloir mettre à disposition l'ensemble de nos techniques, de nos modèles de machine learning et autres, il va nous falloir un environnement stable et toujours le même. Pour stabiliser un maximum ces environnements, on va utiliser ce qu'on appelle un container, les plus connus étant Docker, dans lequel en fait on va stabiliser les librairies, les fichiers d'entrée, le type de modèle, etc., qui va nous permettre d'avoir toujours exactement le même environnement pour pouvoir travailler dessus plus facilement et donner cet accès sur tout type de machine. Le modèle monitoring, alors là, on arrive donc sur la fin. Notre modèle, il est maintenant en production. On veut vérifier que tout va bien. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on bouge la donnée, on bouge aussi le modèle. Donc, il va falloir regarder si deux choses très importantes, à savoir si la donnée bouge. Donc, on peut regarder du data drift, voir si elle a toujours les mêmes capacités et les mêmes paramètres qu'avant. Et voir si notre modèle bouge. Est-ce qu'à données égales, à peu près, on a toujours à peu près les mêmes performances? Donc ça,
On va le voir dans cette partie-là. Donc avec des dashboards, on a beaucoup d'outils qui vont nous permettre de faire de la visualisation. Donc soit directement comme Evidently AI qui va vous permettre de faire du data drift, ou alors avec des métriques que vous allez créer vous-même et que vous allez mettre par exemple sur un dashboard Power BI simplement ou Kibana. Alors les bonnes questions qu'on peut se poser avant de lancer un tel projet de machine learning, c'est quelle est la base de mon projet ? Pourquoi je fais ça? Donc, est-ce que c'est un problème dans mon entreprise? Est-ce que c'est un problème de données? Est-ce que j'ai même les données? Quels sont mes engagements sur mes données à l'avenir dans mon entreprise? Est-ce que ma stack va évoluer ou est-ce que ma stack va pas évoluer? C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que le MLOps va vous permettre de lisser ça sur le temps et de garder quelque chose de constant. Mais si vous ne vous posez pas les questions en amont, ça va être très compliqué. Comment puis-je tirer parti de l'IA dans mon entreprise? Pareil, ça ne sert à rien de faire de l'IA pour faire de l'IA. Faites de l'IA quand c'est utile. Dans quelle mesure mon équipe d'affaires va être impliquée dans les projets d'IA? Comment intégrer tous les acteurs de l'aventure technologique contraignante des MLOps? Parce que effectivement, c'est beaucoup d'outils qui sont très intéressants, mais il faut les mettre en place et c'est parfois difficile pour certaines boîtes de les mettre en place. Comment puis-je créer une solution à l'épreuve du temps dans le monde de l'IA en évolution rapide? Alors pour terminer, je vais vous montrer quelques technologies. Les plateformes d'IA comme H2O, Dataiku, DataRobot, Prevision.io. Donc on a des plateformes qui sont connues notamment pour leur AutoML, donc qui vont permettre de mettre directement votre donnée avant même de l'avoir travaillée sur Internet. Vous allez avoir des data platforms. On va avoir Cloudera et Databricks. Pour ma part, je travaille énormément sur Databricks. Databricks va avoir tout ce que je vous ai raconté depuis le début. À savoir, si vous voulez récupérer votre donnée, vous pouvez la mettre directement dans les databases de Databricks. Databricks va directement importer les delta tables. Les delta tables vont vous permettre d'avoir un historique de vos données et de les garder proprement. Databricks a aussi un modèle qui va vous permettre de faire du feature store, donc à savoir garder en mémoire l'intégralité de vos calculs et de vos features pour vos différents projets. Donc ça, c'est intégré directement à Databricks. Il a aussi son AutoML qui a été développé, qui est open source et qui va vous permettre notamment de reproduire facilement l'intégralité de vos expérimentations. MLflow, qui est une librairie qui est donc juste en dessous, qui est intégrée aussi à Databricks, va vous permettre de traquer l'intégralité de vos expérimentations. Pour ce qui est du serving API, par exemple, aujourd'hui, c'est aussi intégré directement à Databricks. Donc c'est une plateforme qui est directement dans la logique MLOps, pure et dure, qui va vous permettre de faire tout de bout en bout, et pour une personne qui n'est pas forcément sachante sur les problématiques opérationnelles ou sur les problématiques de machine. Les clouders, donc à savoir Amazon, Google et Azure, eux vont hoster l'intégralité quasiment des technologies d'une façon ou d'une autre. Databricks peut notamment s'utiliser avec ces trois plateformes de cloud. Pour ce qui est des frameworks qui sont self-hosted ou qui sont des librairies, donc moi je vous ai parlé de MLflow qui va encore une fois vous permettre de gérer vos expérimentations tout au long de votre projet. On va avoir notamment Evidently AI dont je vous ai parlé qui va vous permettre de faire du data drift mais aussi du modèle drift, donc à savoir si votre modèle avec le temps évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens, le détecter facilement avec des modèles statistiques et donc savoir s'il va falloir changer ça ou non. Alibi Detect aussi fait du modèle drift. Pour terminer, je vais parler un petit peu de ce qu'on fait nous à Inetum par rapport à ça et au MLOps. Nous, on va accompagner nos clients sur leurs problématiques ML, à savoir déjà, est-ce que le client est mature? C'est vrai que c'est une chose qu'on revoit très souvent chez les clients potentiels, à savoir qu'ils n'ont pas de connaissances profondes sur l'intelligence artificielle et sur la donnée. On est là pour les accompagner et faire de l'acculturation donnée. On va les aider à gérer leurs données, faire de la gouvernance data, et on va faire des business workshops pour essayer de les accompagner et du coup comprendre les problématiques liées à la donnée et au MLOps. Ensuite, quand on avance dans nos projets, on va chercher les problèmes, les buts que peuvent atteindre les différents clients, à savoir en data science, en application, en infrastructure. On va voir quels qui vont être les problèmes futurs d'industrialisation, quels vont être les problèmes d'alerting, de retaining, etc. Donc là, on va trouver des définitions spécifiques et réalistes de ce que veut le client et on va les accompagner à travers
l'implémentation qui va se faire à travers plusieurs sprints et donc arriver vers un projet qui plaît à tout le monde, à nous comme aux clients. Merci à vous de m'avoir écouté et puis si vous avez des questions, je vous en prie. Pas de questions? Pas de questions. Il y a un micro qui arrive. Merci Thibaut de la présentation. Tu as parlé des tables Delta. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans la technique? Quelles sont les technologies qui permettent de stocker en fait ces tables? Ouais, alors souvent on utilise des fichiers plats pour garder nos données ou pour les lire. Donc on va utiliser des CSV, des choses comme ça, ou des bases de données relationnelles. Là c'est autre chose, on est sur une technologie Spark et donc derrière c'est du Hadoop qui va mettre les fichiers sur plusieurs machines et qui va les distribuer. Donc historiquement, on utilisait un fichier qui s'appelait le fichier Parquet, enfin l'extension Parquet. Là, c'est un point Parquet qui est un petit peu amélioré avec les technologies spécifiques Azure et Databricks, qui va vous permettre d'avoir pas seulement la métadonnée, à savoir le nombre de colonnes, leur contenu, leur typage, etc., qui accélérait déjà grandement leur traitement. Mais on va avoir d'autres métadonnées qui vont permettre d'avoir le type de version, quel nombre de lignes ont été traitées, de quelle manière. Et donc, on va avoir tout ça qui va être stocké directement dans un genre de point Parquet qui n'est pas exactement ça. Donc, c'est des fichiers distribués qu'on met directement sur plusieurs machines. Merci. Oui. J'ai une question sur Alibi Detect et l'autre outil. Ouais. Sur Evidently AI et Alibi Detect, c'est ça? Exactement. Je voulais savoir, en fait, c'est des outils qui permettent de passer les différents modèles sur différentes versions de data pour comparer les hyperparamètres, ce genre de choses Alors, comment ça se passe en fait en gros, alors, à quoi sert Evidently et Alibi Detect dans l'idée? C'est qu'on va avoir, par exemple, deux datasets de données, à savoir le dataset d'aujourd'hui et le dataset de la semaine dernière, ou le dataset qu'on a mis en prod au tout début. Souvent, ce qu'on fait, c'est ça. C'est qu'on met en prod et on va garder le dataset de base qui nous a permis d'apprendre la première fois pour un modèle, et on va le garder de côté parce que ça va être notre dataset de base, celui qui nous permet de savoir comment ça se comporte. Et ensuite, on va regarder toutes les semaines ou tous les mois comment le dataset a drifté. Donc, ce que va faire Evidently, il va faire des stats dessus, un grand nombre de stats sur toutes les colonnes, toutes les variables, et il va regarder de quelle manière ça a drifté, comment ça a changé. Est-ce que le maximum a beaucoup changé? Est-ce qu'on a un écart type qui a beaucoup bougé? Est-ce que tout ça a bougé? Et si oui, est-ce que c'est statistiquement intéressant de dire que ça a bougé? Donc on va faire des tests stats sur chaque mouvement de données pour voir si c'est un problème ou non. Et si c'est un problème, il va venir nous alerter pour nous dire attention, la colonne 12, 13 et 14, elles ont bougé, ça peut être un problème pour votre modèle. De la même manière, il va fonctionner exactement de la même façon pour vos modèles. À savoir, il va comparer des modèles et leurs sorties. Donc, ce qu'on va comparer, c'est pas juste le modèle, mais c'est bien des sorties qu'on va essayer d'inférer. Donc, on va inférer un certain nombre de lignes et on va regarder s'il infère toujours de la même manière ou non. Et si c'est pas exactement de la même manière, est-ce que la qualité est toujours aussi bonne ou est-ce que la qualité est moins bonne? Ça, c'est d'une part. Est-ce que ça a beaucoup bougé? Est-ce que c'est statistiquement intéressant de le dire aussi? Donc, pareil, on va voir des gros... voilà. Après, pour la partie paramètres et métriques, etc., c'est plutôt MLflow qui, lui, va traquer. Donc, lui, c'est quand on va directement créer notre modèle. On va créer un modèle, par exemple, de Random Forest, on va créer un XGBoost, etc. Il va tout loguer. Il va nous permettre de savoir avec quels paramètres on l'a fait, quelles ont été les métriques de sortie, quelle a été donc la performance de notre modèle. Et ça, il va s'en souvenir. Il va se souvenir, mais pas seulement des paramètres, et donc il va juste loguer ça. Non, il va se souvenir du modèle en lui-même. Donc si on veut le reloguer derrière, on l'a puisqu'il est déjà intégré grâce à MLflow. Donc on n'a plus qu'à le télécharger puisque l'entité existe. Mais il peut aussi loguer pas mal de choses comme des courbes ROC. On n'a pas besoin de les recréer, de les recalculer. On peut les loguer directement dans MLflow. Donc ça, c'est plutôt la partie MLflow qui va du coup permettre de regarder tout ce qu'on a fait et de les comparer à ce moment-là. Ça nous empêche pas de les faire nous-mêmes, hein, les entraînements. On les fait nous-mêmes, on les crée nous-mêmes. Mais par contre, on va pouvoir les comparer facilement entre eux, qu'ils aient le même ou pas le même type de modèle. Et si vous n'aviez pas ces outils d'alerte en fait du drifting, comment vous auriez fait
Alors, aujourd'hui, par exemple, il y a certains outils et certains types de modèles qui n'ont pas de métrique à proprement parler ou qui soient faciles à mesurer. On a travaillé notamment sur de la recommandation de produits. La recommandation de produits, c'est hyper difficile de faire une métrique qui a du sens. On va recommander des produits, on va regarder si quelqu'un l'a acheté, mais on va le comparer avec quoi, est-ce que ça a du sens parce qu'on a recommandé un produit mais qui était en bas d'une page web. Donc tout ça, on va aller créer des métriques spécifiques du coup à nos problématiques qui ne peuvent pas être détectées par Evidently ou Alibi Detect. Donc là, on va créer nos métriques et nos métriques, par contre, là, on va les intégrer directement dans du dashboarding. Donc soit on va avoir des outils comme Power BI, ou moi j'utilisais par exemple Kibana qui vous permet d'avoir toutes les dernières données au fil de l'eau, qui fait du streaming et qui va nous envoyer des alertes quand nos métriques elles nous plaisent plus. Donc nous on a créé des métriques à partir des données, notamment grâce à l'historisation des données. On a fait nos données sur 6 mois en prévision et après on a regardé l'évolution et on sait que si ça bouge de plus de 5% d'écart sur une journée, il y a un problème sur les données. Donc ça peut être par exemple qu'il y a un problème sur le site internet, il n'y a plus personne qui vient consommer, ou alors ça peut être un problème qui vient vraiment de notre modèle, ça peut venir de pas mal de choses différentes et c'est là qu'on va investiguer. Et là du coup, on fait des métriques personnelles et faites maison. Il y avait une question en ligne. Quelles sont les technologies qui peuvent être utilisées pour créer un modèle registry? Comment? Un modèle registry? Modèle registry, moi je l'ai vu essentiellement déjà intégré directement à des data de plateformes et je sais qu'il existe aussi des frameworks qui permettent de le faire, notamment MLflow, il l'embarque, il me semble, le modèle registry directement dans la librairie. Donc il ne va pas seulement garder l'intégralité de ce que vous avez fait, il va aussi vous aider à les intégrer, les enregistrer et suivre leur évolution. Donc tout à l'heure je parlais de développement, staging et production. Typiquement, MLflow, il me semble qu'il a une partie qui permet de faire ça et donc de savoir quel type de modèle est en staging, lequel est en production, pour pouvoir vite les gérer et les avoir sur une page unique et savoir où est-ce qu'on en est sur nos modèles. C'est bon ? Ok, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup et puis bonne journée à tous.